le bilan du premier tour des élections municipales, il tient essentiellement dans deux choses. Premièrement, une formidable poussée de l'abstention. On a eu à peu près 39% d'abstentionnistes, ce qui est du jamais vu aux élections municipales sous la Ve République et même avant, puisque ce sont les élections qui sont les plus proches du terrain. Tout le monde va voter pour son maire. Donc ça, c'est un point très très important. On assiste à une dérive croissante, que j'explique d'ailleurs dans mes conférences. Je l'ai maintes fois expliqué dans plusieurs de mes conférences, donc les auditeurs qui les ont visionnées ne sont pas surpris. On assiste à une montée d'abstention dans toutes les élections, et en particulier des élections municipales. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement essentiel, c'est que cette poussée d'abstention résulte pour une part non négligeable par le fait que beaucoup d'électeurs de gauche ont refusé d'accorder leur suffrage aux listes du Parti socialiste. On le voit d'ailleurs à Toulouse, le maire sortant, M. Cohen, a à peine dépassé les 31% des voix, alors qu'au premier tour, ce qui est une contre-performance extraordinaire, puisque Toulouse avait voté à 65% pour François Hollande à l'élection présidentielle. Et on constate, si on parle de regarder un petit peu les bureaux de vote, qu'il semble bien que ce soit les électeurs, un pourcentage important des électeurs socialistes qui se soient dit je ne vais pas aller voter pour ces gens qui nous ont trahis. Ça n'est pas vrai qu'à Toulouse, c'est vrai en la région parisienne, c'est vrai dans les régions qui votaient traditionnellement à gauche dans le nord de la France, dans certaines régions de l'Est, un petit peu partout. Donc les enseignements, c'est ça. Et l'enseignement majeur que nous en tirons, c'est que cette abstention qui grimpe prouve que les Français ne sont pas satisfaits par l'éventail de partis politiques que les médias leur présentent. C'est ça la réalité de la situation. Alors ça me permet de parler bien entendu du Front National, puisque les grands médias ont axé leurs commentaires essentiellement sur une prétendue poussée du Front National. Sauf à avoir moins de 25 ans, ou moins de 30 ans, ou sauf à n'avoir aucune mémoire, il se trouve que moi j'ai 56 ans et j'ai quand même de la mémoire, on nous fait le sketch de la poussée du Front National et de la bête immonde qui arrive de façon tout à fait régulière depuis maintenant un tiers de siècle. Je rappelle qu'on a déjà vu le Front National faire de très bons scores dans certaines grandes villes. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, c'était à Toulon, ou à Vitrolles, ou à Orange, qu'il y avait eu une poussée du Front National et même des municipalités qui avaient été Jean-Marie Le Chevalier à Toulon, Bruno Maigret à Vitrolles, qui avaient décroché des villes. Bon, ça s'est d'ailleurs terminé en débandade généralisée, avec des détournements de fonds, des prévarications. La gestion des villes par les maires du Front National, c'est la meilleure contre-publicité que peut faire le Front National, donc il faut attendre beaucoup de ce qui va arriver. Bon, ce que je note, c'est que dans ces villes qui avaient voté Front National, les gens ne votent plus FN. Bon, alors maintenant, c'en sont d'autres. Alors là, on veut faire peur aux populations en leur parlant de Hénin-Beaumont, de Forbach ou de Fréjus, qui sont des villes tout à fait estimables. Et enfin, c'est quand même pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que le Front National a été présent dans 596 villes, alors qu'il y a 36 000 communes en France. Le Front National n'a pas été capable de trouver des gens qui soient d'accord pour s'afficher publiquement, pour être sur des listes du Front National, dans un très très grand nombre de villes. Le FN n'était présent que dans un tiers des villes importantes de plus de 10 000 habitants. Donc, ça explique que mécaniquement, comme le FN n'était pas présent dans un très grand nombre de villes, le nombre de Français qui ont voté pour le Front National à ces élections est ridicule. C'est 4 et quelques % des inscrits. Et au total, ça fait 1 200 000 voix, alors que Mme Le Pen, au présidentiel de 2012, avait fait 17,8% des votants et avait fait de mémoire quelque chose comme 6 ou 7 millions de voix. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est la collusion extraordinaire des grands médias avec le Front National et j'allais dire plus généralement avec le FNUMS. C'est-à-dire, le FNUMS, c'est le FN, l'UMP et le PS. Le FNUMS, il a mis la main sur 80% des passages télévisés selon comment dirais-je, les contrôles effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre le 10 février et le 13 mars. 80% pour le FNUMS. Les autres peuvent aller se brosser, tout le reste se partage 20%.
Alors on a vu, d'après les statistiques du CSA, qu'entre le 10 février et le 13 mars, sur les chaînes de télévision françaises examinées par le CSA, c'est-à-dire la quasi-totalité des chaînes de télévision, le Front National a obtenu 26% du temps de parole. 26% du temps de parole, alors que Mme Le Pen a fait 17,8% des suffrages à la présidentielle, alors que le Front National n'était présent que dans un tiers des villes, donc beaucoup moins que le PS et l'UMP, et alors qu'en définitive, il a fait 4,5% des inscrits à ces élections. Je signale au passage que France 3 s'est distingué en accordant 30% du temps de parole au Front National, d'après les calculs du CSA. Et encore mieux, si j'ose dire, BFM TV a accordé 45% du temps de parole à tous les partis politiques au Front National. Alors qu'on ne vienne pas ensuite nous expliquer que le Front National soit un ennemi du système. Le Front National sert le système, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Si le Front National inquiétait le système, jamais il ne passerait dans les médias. On en sait quelque chose. Nous, on a droit à zéro. D'ailleurs, nous allons saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la perspective des élections européennes qui arrivent. Hein. Donc si on promue à ce point le FN, c'est que le FN sert. Il sert à quoi? Mais il sert à ce qu'on a vu. Il sert exactement à ce que l'on a vu dimanche soir, c'est-à-dire qu'aussitôt tous les grands médias orchestrent la grande complainte, n'est-ce pas, de la terreur inspirée par le FN, bon, et en particulier, on en profite au passage pour faire croire aux Français que être contre l'euro ou contre la construction européenne, ce serait pour le Front National et par transitivité être d'extrême droite. Voilà, alors ça, on l'a maintenant bien démasqué et ce dont je me réjouis, c'est que de plus en plus de gens, au bout d'un tiers de siècle, il était temps, commencent à comprendre à quoi sert vraiment le Front National. Alors, pour la petite histoire, je signale aussi, pour conclure sur cette affaire, que le FN a tellement eu de difficultés à constituer des listes qu'il a eu recours à des procédés absolument ahurissants. En Seine-Maritime, il y a une trentaine de personnes qu'il avait mis sur ces listes sans leur demander leur avis. Donc les gens ont protesté, il y a eu plus ou moins des plaintes déposées au commissariat de police. On me dit qu'en région parisienne, il y a eu un candidat du FN qui avait mis sur sa liste quelqu'un avec le logo UPR ou se prévalant de l'UPR, ce qui est évidemment totalement faux, donc c'est une escroquerie. On a vu que le Front National a mis des gens qui étaient en fin de vie sur certaines de ces listes. Il y a des candidats qui sont décédés entre le moment du dépôt de liste et le scrutin. Et puis alors, le plus beau, ça a été qu'il y a eu 80 candidats qui n'étaient pas français, qui étaient des citoyens européens de nationalité belge, roumaine ou bulgare. Nous avons souligné que cette décision qui a été prise par le Front National revient à avaliser, à accepter le principe de la citoyenneté européenne, qui est l'un des principes fondateurs, enfin fondamentaux, des européistes et de la construction européenne. Nous disons que la citoyenneté doit être exclusivement réservée à des citoyens français. Et d'ailleurs, accepter la citoyenneté européenne, c'est pratiquer l'apartheid. Parce que ça veut dire que parmi les personnes présentes en France, les étrangers, il y en a qui pourraient être là depuis 15 jours, mais du moment où ils sont lituaniens ou slovaques, ils ont le droit de vote, ils peuvent être candidats, alors qu'en revanche, les étrangers qui sont en France depuis des décennies, mais qui sont par exemple tunisiens, marocains, sénégalais, eux, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, contrairement à ce que les gens, certains européistes disent, ce principe de citoyenneté européenne est un principe de nature qui s'apparente à une espèce d'apartheid qui ne dit pas son nom. Alors on a fait un communiqué de presse sur cette affaire pour souligner que c'était une gifle au passage pour M. Philippot, le vice-président du FN, qui passe son temps à essayer de copier un petit peu nos analyses et qui, il y a quelques mois, justement, avait dénoncé la citoyenneté européenne. M. Philippot, évidemment, a dû avaler une couleuvre en forme de boa et il reste au Front National. Mais le plus comique de cette affaire, c'est que Jean-Marie Le Pen lui-même, le président d'honneur du mouvement, qui, soit dit en passant, tient les cordons de la bourse, Jean-Marie Le Pen, à la radio, a lui-même dénoncé cette décision de son propre parti, du Front National, en disant que c'était une décision que le Front National ne devait pas être européiste. Voilà. Alors il y a des journalistes qui ont
opposé? Est-ce qu'on va vers une explosion du FN? Monsieur Le Pen tape sur sa fille. Chacun est libre d'imaginer et d'analyser ça comme on le souhaite. En tout cas, ce que je vois, c'est que le Front National est tiré à U et à dia par des personnes qui pensent des choses radicalement différentes sur des sujets. Ce que je vois aussi, c'est que ni M. Le Pen, ni M. Philippot n'ont claqué la porte du Front National. Donc en fait, c'est la stratégie du râteau. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, le troisième qui dit rouge, le quatrième qui dit bleu, etc. Tout ça pour ratisser large. C'est ce que font le Parti Socialiste et l'UMP depuis belle lurette. Se porte bien. Je suis désolé pour nos adversaires, mais c'est vrai. Voilà, l'UPR se porte même très bien. Nous allons franchir, enfin aujourd'hui ce matin même, nous étions à 4429 adhérents. Depuis, bon, il y a des moments où ça accélère, d'autres où ça ralentit. On a eu au début de l'année des très très forts taux d'adhésion. On avait 12, 14, 15 adhérents par jour. Au début mars, au moment des municipales, sans doute parce que nous n'avions pas de liste aux municipales et que nous ne soutenions personne. J'ai parlé du Front National, je voudrais quand même dire un mot sur par exemple le DLR qui a fait des alliances avec l'UDI, le MoDem, l'UMP, bon, c'est-à-dire des partis européistes. Bon. Après les gens de DLR nous disent « Oh mais vous confondez les élections nationales et les élections locales ». De qui se moque-t-on? Si on soutient l'UDI, le MoDem ou l'UMP au niveau local, on contribue à asseoir le racisme national. Si on pousse pour qu'il y ait un maire, par exemple l'UMP à Toulouse, ça conforte l'UMP. Bon, donc bien entendu, faire des alliances au niveau local, c'est faire des alliances avec des partis au niveau national. Je suis stupéfait qu'un des gens qui se prétendent gaullistes puissent raisonner d'une autre façon. Est-ce qu'on imagine par exemple qu'en 1941, s'il y avait eu des élections municipales dans la zone libre, imaginons, qu'il y ait eu par exemple des listes France Libre pilotées par De Gaulle depuis longtemps qui se seraient présentées aux élections à Montpellier ou à Marseille et qui aient fait alliance avec des listes de Pétain contre des listes de Doriot. Bon, non, ça ne fait pas comme on dit maintenant. Hein. L'UPR reste conforme à sa charte, conforme à l'engagement que nous avons pris vis-à-vis des gens qui nous font confiance. Nous n'avons pas été présents à ces élections municipales parce qu'il est hors de question pour nous de faire alliance à quelque élection que ce soit avec des partis européistes et ultra-européistes. Voilà. Je signale d'ailleurs au passage que d'autres petits mouvements, je pense au MPEP par exemple, qui a participé à des listes Front de gauche. Le Front de gauche est un parti qui traite de maréchalistes ceux qui veulent sortir de l'euro ou qui trouvent qu'ils militent pour une Europe fédérale. Hein. Donc nous sommes vraiment bien le seul mouvement politique à être toujours constant dans nos analyses. C'est ça qui nous vaut d'ailleurs cet engouement. Je disais tout à l'heure que nous avons une forte poussée d'adhésion au début de l'année. Ça s'est un petit peu ralenti au moment des municipales parce que nous n'étions pas tellement visibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand je dis ralenti, on avait en moyenne 4, 5, 6 adhérents par jour, ce qui était quand même pas mal. Et puis depuis quelques jours, ça redémarre, notamment depuis que nous avons lancé notre campagne de collecte de dons pour les élections européennes. Alors nous avons donc 4429 adhérents au moment où je vous parle. Nous avons des milliers, des dizaines de milliers de sympathisants. Nous avons chiffré le coût des élections européennes à un minimum d'environ 500 000 €. Je rappelle que pour être présent dans les 8 circonscriptions interrégionales, outre-mer compris. Si tout va bien, et tout va bien, nous avons actuellement nos 8 têtes de liste, nous avons les 8 listes qui sont constituées. Je vais les annoncer dans quelques jours. Je pense qu'il vaut mieux attendre la fin du deuxième tour des élections municipales, sinon déjà que la presse ne nous reprend pas, mais si en plus de ça on lance ces informations à contre-temps, ça risque de passer complètement à la trappe. Donc attendons le deuxième tour des élections municipales et nous allons annoncer nos listes. Nous serons présents, si tout va bien, dans les 8 circonscriptions interrégionales. Nous avons calculé que pour mener à bien une campagne, il nous faut un minimum de 500 000 €. C'est un vrai minimum. Je signale
beaucoup de Français ne le savent pas, que lorsqu'on est présent à des élections, il faut payer les bulletins de vote, les professions de foi, en plus des tracts, des affiches. Et les bulletins de vote et les professions de foi ne sont pas payés par l'État. On ne peut être remboursé d'une partie des dépenses de campagne ultérieurement après les résultats et à la condition d'avoir dépassé un certain nombre de votants. C'est 3% pour les élections européennes. C'est 5% pour les élections législatives, par exemple. Voilà. Alors, l'État, enfin la loi, prévoit un plafond maximum de dépenses autorisées par circonscription qui est de 1 200 000 € à peu près, ce qui pour l'ensemble des 8 circonscriptions, ça fait un peu plus de 10 millions d'euros. L'État a prévu qu'un parti politique qui veut faire campagne dans les 8 circonscriptions interrégionales pour les élections européennes peut dépenser jusqu'à un peu plus de 10 millions d'euros. Vous voyez que nous sommes quand même très modestes en chiffrant le coût de notre campagne à 500 000 €. Néanmoins, ces 500 000 €, nous ne les avons pas. 4 400 adhérents avec une moyenne d'adhésion de 30 €, bah vous faites rapidement le calcul, ça fait 130 000 €. Or, nous avons beaucoup d'autres dépenses tout au long de l'année. Il faut payer les services Internet, il faut payer, nous avons des prestataires de services, notamment pour diffuser nos communiqués de presse, il faut payer les tracts, les affiches qu'on fait en temps normal, il faut financer aussi la location des salles, donc il y a toute une série de dépenses qui sont incompressibles. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel à adhérer ou à cotiser. Et nous sommes favorisés au passage par le fait que l'UPR a été reconnu comme a obtenu l'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP. Donc depuis maintenant le mois de février, lorsque quelqu'un adhère à l'UPR ou bien fait un don, eh bien il bénéficie de la réduction fiscale de 2/3 de la dépense sur son impôt sur le revenu. En d'autres termes, si on paye, alors, il y a beaucoup de Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, pour eux ça ne change rien. Mais pour il y a quand même plus de environ 50% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Et bien si vous donnez, mettons 150 € à l'UPR dans les jours qui viennent pour nous aider à financer cette campagne, vous pourrez déduire les 2/3, c'est-à-dire 100 € de votre impôt sur le revenu de l'année prochaine. Et donc, au bout du compte, ça vous aura coûté 50 €, mais ça nous aura rapporté à l'UPR 150 € et les 100 € restants auront été financés en fait par les finances publiques. Donc, c'est un point intéressant. Nous avons lancé cette collecte de dons voici maintenant 4 jours et nous allons franchir aujourd'hui déjà les 50 000 € collectés, ce qui est bien. Je trouve que c'est quand même bien, c'est très bien. Nous voyons d'ailleurs que des gens qui ne sont pas du tout adhérents à l'UPR, qu'on ne connaissait pas, nous font des dons parfois très généreux, ce qui prouve à quel point nous avons beaucoup de sympathisants, que les 4 429 adhérents que nous avons en ce moment ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons des dizaines de milliers de sympathisants, c'est vraiment à eux que je m'adresse. Si vous voulez vraiment avoir la présence de l'UPR aux élections européennes, et il faut nous aider. Alors pourquoi les élections européennes? En 2 mots, je me suis déjà exprimé, on aura l'occasion d'y revenir, parce que ce sont les seules élections où il est question de l'Europe, parce qu'il est fondamental, notamment vis-à-vis du CSA, en perspective des élections présidentielles de 2017, d'avoir été présent à des élections nationales entre-temps. Or, comme nous n'avons pas pu être à la présidentielle de 2012 ni aux législatives, comme nous ne nous sommes pas présentés aux municipales parce que nous sommes encore trop petits pour pouvoir candidater, et puis parce qu'en plus, les élections municipales, je le disais tout à l'heure, c'est quand même pas une problématique qui correspond à notre mouvement. Nous nous situons au niveau de la destinée de la France. On a, de vous à moi d'ailleurs, et je crois que je suis le témoin ici de ce que pensent beaucoup de nos adhérents, militants et beaucoup de Français. Vous avez des maires de droite qui sont des maires très bien, et puis vous avez des maires de droite qui sont des crapules ou des gens complètement incompétents. Et puis vous avez des maires de gauche qui sont des maires très bien, et des maires de gauche qui sont des crapules ou des incompétents. Donc en réalité, ce sont des élections, les élections municipales, qui devraient être des élections de proximité, et où les gens doivent voter en fonction de la compétence pour la mairie. Donc nous devons être aux élections européennes parce que c'est vraiment les seules élections qui correspondent le mieux à notre nature. Alors bien entendu, je connais la critique de certains qui disent
comment pouvez-vous être aux élections européennes alors que vous êtes contre l'Europe? C'est une critique assez étrange. D'abord, on a vu en Angleterre M. Nigel Farage qui a bénéficié des élections européennes pour donner une formidable publicité à son mouvement politique, le UKIP, et qui profite de la tribune au Parlement européen pour faire justement des discours qui font trembler sur leur base toute l'oligarchie européiste. Donc si nous avons des députés, croyez-moi que nous ferons des discours qui seront en français et des discours qui seront extrêmement sévères sur la construction européenne. Nous ne marcherons pas. J'ajouterais aussi que ceux qui s'interrogent en disant mais comment pouvez-vous vous présenter aux Européennes alors que vous êtes pour l'Europe, que vous êtes contre l'Europe, devraient s'interroger pourquoi est-ce que les EELV ou les partis européistes français se présentent aux élections nationales. Madame Emmanuelle Cos, qui est à la tête de EELV, a fait il y a quelques semaines à la télévision française une révélation. C'est que EELV, par exemple, milite maintenant ouvertement pour la fin de la République française, le démantèlement de la France, une Europe, des États-Unis d'Europe avec des Europes régionales, donc il n'y aurait plus de France. Voilà. Alors s'il n'y a plus de France, pourquoi est-ce que EELV se présente aux élections nationales? Pareil d'ailleurs pour l'UMP et le Parti Socialiste, puisqu'ils sont en faveur d'un ministre des Affaires étrangères européen prévu par le traité de Lisbonne. Pourquoi est-ce qu'il y a encore un ministre français des Affaires étrangères où ça devrait être supprimé? Donc les partis européistes se présentent aux élections nationales pour saboter la France de l'intérieur. Nous allons nous présenter aux élections européennes pour saboter l'Europe de l'intérieur. Et puis je dirais un dernier mot. Ceux qui pensent qu'il faut se réfugier dans l'abstention se trompent, parce que l'abstention n'a jamais fait peur à qui que ce soit en Europe. Je rappelle qu'en 2009, il y a eu 61% d'abstention blancs et nuls en France, donc on a fait semblant, comme tous les 5 ans, de s'en émouvoir, et puis au bout d'une semaine, personne n'y pensait. Bon, je rappelle qu'en 2009, en Slovaquie par exemple, il y a eu plus de 80% d'abstention. Et alors, il ne s'est rien passé du tout. Hein. Donc là, si on s'abstient, mais qu'est-ce qui se passera à ceux qui s'abstiennent? Eh bien, il y aura une poussée du Front National, hein, il y aura quelques députés du Front National au Parlement européen de plus. Ça fait 30 ans que M. Le Pen est député au Parlement européen, il n'a pas dit un centième de ce qu'a dit Nigel Farage, par exemple. Hein. Ça fait 10 ans que Mme Le Pen est députée au Parlement européen, elle n'a rien dit. Bon, donc nous voulons nous présenter parce que nous sommes le seul, nous serons la seule liste présente dans les 8 régions qui présentera aux Français un projet cohérent de sortie de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Alors effectivement, il y a eu hier des événements qui se sont déroulés. En fait, c'était le représentant pour la région occidentale de ce mouvement d'extrême droite qui s'appelle Pravi Sektor, qui est l'un des mouvements néo-nazis ukrainiens. Ce type a été assassiné par les forces, enfin assassiné, tué par les forces de police du régime de Kiev. Et donc ça a fait effectivement, ça a semé, ça a créé des manifestations. C'est un événement conjoncturel, mais qui témoigne d'un véritable problème structurel, c'est que l'Ukraine est en train de partir dans le décor. L'Ukraine, qui était un pays qui se tenait jusqu'au coup d'État organisé par les États-Unis d'Amérique et les forces euro-atlantistes, l'Ukraine est en train de suivre un très très mauvais chemin. Elle est en train de partir dans la même direction que la Libye, que la Syrie ou que l'Irak, voilà, c'est-à-dire une désintégration de l'État et la montée en force puissante d'une véritable guerre civile qui va se développer. D'après les informations dont je dispose d'ailleurs, Arseniy Yatsenyuk, qui est l'homme des Américains dont j'ai parlé
dans un précédent entretien avec l'agence Infolibre, qui a été sélectionné par Victoria Nuland. On a entendu, vous vous rappelez, la conversation qui a été captée par les services secrets russes entre Madame Nuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, M. Payat. Donc ce sont les États-Unis qui ont placé au pouvoir M. Arseniy Yatsenyuk, qui avait participé à une réunion de la trilatérale quelques semaines auparavant, donc qui est l'homme des Américains. Eh bien, cet homme est en fait assez isolé d'après les informations dont il dispose, et en réalité, les États-Unis et malheureusement les États d'Europe qui les suivent sont en fait en train d'installer un foyer de purulence en Ukraine et sont en train de faire le lit des forces néo-nazies. Svoboda est un mouvement très fort. Le Pravi Sector dont je parlais est un mouvement non négligeable. Donc l'idée selon laquelle, l'idée que caressent les forces euro-atlantistes, comme quoi l'Ukraine va très gentiment entrer dans le giron de l'Union européenne et de l'OTAN, est rien moins que certaine. Ce qui est à craindre, c'est que ce pays parte dans une guerre civile. Le Fonds monétaire international, actionné depuis Washington, a annoncé avec l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde s'y met, le Japon a été au coup de sifflet prié de se joindre au mouvement, a annoncé que la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les États-Unis qui appellent communauté internationale, eux et leurs vassaux, ont annoncé qu'ils pourraient donner quelque chose comme 12 à 18 milliards de dollars à l'Ukraine. Au passage, d'ailleurs, j'observe que le gouvernement français n'explique jamais aux Français ce que cette affaire va leur coûter. Ça risque de nous coûter des centaines de millions d'euros. Alors au même moment, on supprime en France des écoles, des postes d'infirmiers, des postes de policiers, de gendarmes, etc., dans les préfectures, etc., dans les services centraux de l'État, partout on taille dans les dépenses publiques, d'ailleurs quitte à désorganiser les services publics, au même moment et sans que les Français ne soient informés ni qu'on leur demande leur avis, on s'apprête à donner des centaines de millions d'euros aux dirigeants de Kiev. Pour la petite histoire, on a appris il y a quelques jours que l'ambassadeur de France à Kiev a fait une déclaration qui a fait légèrement scandale, enfin elle a été étouffée bien sûr, en disant qu'il fallait quand même faire attention que l'argent qui serait donné ne termine pas comme tout l'argent qu'on a déjà donné depuis des années, au régime de Yanukovych y compris, et au régime d'avant, c'est-à-dire dans les poches des oligarques et des mafieux. Parce que tout est bien parti pour que ces centaines de millions d'euros, l'Ukrainien de base n'en voit jamais la couleur. Alors, en échange de cet argent, le Fonds monétaire international demande que le pays de l'Ukraine soit mis en coupe réglée. Si j'ai bien vu certaines informations qui circulent, l'exigence serait qu'un certain nombre d'infrastructures soient données à l'entreprise américaine Chevron, d'autres à des entreprises allemandes, et ce qui est un pillage qui s'organise. Et en plus de ça, alors ça c'est sûr, on a appris, c'est une décision qui veut être prise par le gouvernement de Kiev, que le gouvernement, à la demande du FMI, a décidé d'augmenter de 50% le tarif du gaz acquitté par les Ukrainiens. Pas besoin de vous dire que si les Ukrainiens se rendent compte que le coup d'État qui a eu lieu, qui est organisé par les États-Unis, a pour effet d'une part de voir toutes leurs infrastructures vendues à l'encan à des entreprises américaines ou européennes d'une part, et que d'autre part, ils voient les factures du gaz augmenter de 50%, je ne suis pas certain que le nouveau régime va être très populaire. Voilà. Donc pour répondre à votre question fondamentale, l'Ukraine, c'est un vrai danger. Il y a aussi Madame Yulia Tymoshenko, celle qui est l'égérie de la révolution orange, comme on dit, qui est une femme extrêmement corrompue, qui a été poursuivie pour des fraudes diverses et variées. Paraît-il qu'elle possède 85 comptes bancaires offshore, enfin toute une histoire, donc qui se présente aux élections présidentielles. Je pense que ce pays part dans le décor, puisque Mme Tymoshenko tient des propos insensés, même il y a des ministres actuels du gouvernement de Kiev qui disent qu'il faut aller vitrifier nucléairement la Crimée.
c'est ça que les Occidentaux sont en train de mettre au pouvoir en Ukraine, des fous furieux, qui sont soit des corrompus, parce que les précédents aussi l'étaient, mais ceux-là sont des fous furieux, et des néo-nazis. Je voudrais terminer cette affaire sur l'Ukraine en attirant votre attention sur le vote qui a eu lieu hier à l'Assemblée générale des Nations unies. Les États-Unis ont voulu faire condamner par l'ONU l'appropriation de la Crimée, le rattachement de la Crimée à la Russie. Les diplomates américains et puis européens avaient concocté une résolution qui était très modérée. Plus c'était modéré, plus c'était censé recevoir des votes. Alors les résultats ont été quand même tout à fait intéressants. Parce il y a 193 États aux Nations Unies. Sur les 193 États, ceux qui ont voté cette résolution qui condamnait en termes très diplomatiques le rattachement de la Crimée à l'Ukraine, sur ces 193 États, il y a eu 100 États qui ont voté en faveur de la résolution. Il y en a eu 11 qui ont voté contre. Donc il y a eu la Russie, bien entendu, qui a voté contre, et puis un certain nombre d'États qui sont proches de la Russie, comme par exemple la Bolivie, le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord, le Bélarus, voilà, donc qui ont voté non. Mais il y a eu 53 États qui se sont abstenus. Et parmi les 53 États qui se sont abstenus, vous avez les mastodontes. Vous avez la Chine, l'Inde, le Brésil, le Pakistan, l'Égypte. Vous avez aussi le Sénégal, vous avez le Gabon, vous avez l'Argentine. Voilà. C'est-à-dire que, en termes de population planétaire, si vous additionnez la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Argentine, etc., vous avez peut-être à peu près 60 à 70% de la population planétaire représentée à l'ONU qui s'est abstenue sur cette résolution. Puis vous avez vu 100 plus 11, ça fait 111, plus 53, ça fait 164. Je vous ai dit qu'il y a 193 États aux Nations Unies. Ça veut dire qu'il y en a 29 qui ont pris la poudre d'escampette et qui ont préféré ne pas voter. C'est-à-dire qu'ils se sont également abstenus de facto. Ils n'ont pas voté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la résolution pourtant très diplomatique, des euphémismes qui étaient utilisés, eh bien, effectivement a été votée par 100 États. Et les 100 États, c'est les États-Unis, l'Union européenne, et puis les régimes du monde arabe, ou les régimes africains qui votent comme les pays, comme les États-Unis ou l'Europe. Mais en réalité, c'est un peu un échec, c'est même un échec assez sérieux, parce que, à en croire les États-Unis, la communauté internationale au grand complet fustige la Russie, ben non, non. Alors la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, etc., tous ces États qui ont refusé de voter, se sont abstenus. Donc, certes, ils n'ont pas voté comme la Russie, mais pourquoi ils se sont abstenus? Ben, ils se sont abstenus parce qu'ils ont tenu le raisonnement que je tenais dans le précédent entretien que j'ai donné à l'agence Infolibre, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'en effet, la procédure russe a en quelque sorte violé l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Il y a quand même eu une procédure, en plus de ça, menée rondement, qui est une procédure d'ingérence dans les affaires intérieures ukrainiennes. Mais ils considèrent également que ceux qui ont commencé, c'est pas la Russie, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc il n'y a aucune raison de condamner spécialement la Russie, alors que les États-Unis d'Amérique, eux, ont commencé. Et puis par ailleurs, parmi ceux qui ont voté non, j'ai vu qu'il y a le Soudan. Le Soudan est bien placé, pour savoir, je l'ai dit déjà, le Soudan a été victime des manœuvres américaines qui avaient organisé en 2011 un référendum au Sud-Soudan et qui ont arraché le Sud-Soudan au Soudan. Donc les États-Unis avaient fait au Soudan ce qu'ont fait les Russes en Ukraine, et bien pire, parce que tout le monde sait quand même que la Crimée, depuis très longtemps, depuis des siècles, est russe, en tout cas depuis le XVIIIe siècle.
alors que les Américains n'ont rien à voir avec le Sud-Soudan. Voilà. Donc au total, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que d'abord l'affaire n'est pas du tout réglée, l'affaire est inquiétante. Le régime de Kiev est en train de partir dans le décor. Les nouveaux dirigeants ukrainiens, on ne sait pas où ils vont, mais il semble-t-il que ce sont des va-t-en-guerre. Au passage, les Russes semblent avoir massé beaucoup de soldats à la frontière ukrainienne. Donc un risque de conflit, au moins régional, n'est pas du tout à exclure. Donc cette affaire est quand même inquiétante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que contrairement à ce que l'on raconte constamment à la télévision française, la communauté internationale, eh bien, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Et je rappelle qu'au vote aux Nations Unies, il y a peut-être, si on y additionne ceux qui ont voté non, la Russie, puis tous les autres, les 10 autres, ceux qui se sont abstenus et qui ont refusé de voter, ça représente 93 États sur 193, donc une minorité en nombre d'États. Mais en population, il y a peut-être 80% de la population planétaire qui a refusé la résolution des États-Unis et de l'Union européenne. Contrairement à ce que l'on dit, eh bien, la communauté, l'Union européenne et les États-Unis nous isolent du reste du monde. Ce sont les analyses que je développe depuis des années qui sont une nouvelle fois confirmées. Il y a eu du nouveau, on a d'ailleurs fait un communiqué de presse sur ces questions. Le nouveau, c'est que M. Fabius avait menacé que la France ne livre pas les deux navires Mistral, dont l'un est d'ailleurs achevé d'être construit à Saint-Nazaire et l'autre est en cours d'achèvement. Le premier, qui s'appelle Vladivostok, a déjà été mis à la mer, fait ses manœuvres d'entraînement et de rodage. C'est un coût de 1,2 milliard d'euros, je crois. Bon. En réalité, c'est délirant l'idée de ne pas vendre, de ne pas livrer ces navires qui ont été achetés et payés par la Russie est une idée délirante. D'abord parce que ça ferait un manque à gagner très important pour la France. Deuxièmement parce qu'on serait obligé de rembourser. Deuxièmement parce que si on arrêtait, ça ferait des centaines d'emplois, des chantiers de Saint-Nazaire qui seraient sur le carreau. Et troisièmement parce que l'on ruinerait la parole de la France en termes commerciaux, ce qui est quand même catastrophique. Alors du coup, M. Le Drian, le ministre de la Défense, a fait une déclaration il y a quelques jours pour annoncer qu'en fait, on continuait la fabrication, l'achèvement, qu'on verrait ça à la rentrée. En réalité, c'est une façon polie que d'enterrer l'idée de M. Fabius, et ces navires vont être bel et bien livrés, sauf si à l'automne il y a une guerre nucléaire, ils ne seront pas livrés. Sans aller jusqu'à la guerre nucléaire, si à l'automne il y a effectivement une guerre rangée entre la Russie et l'Ukraine, et si l'Union européenne et les États-Unis proclament une espèce d'embargo dans la livraison des armes à la Russie, là peut-être qu'effectivement ça sera le cas, mais on n'en est pas là fort heureusement, et aujourd'hui ce qui prévaut c'est que la France va quand même livrer. Au passage d'ailleurs, les sanctions qui avaient été annoncées à grand son de trompe par les États-Unis et par l'Union européenne semblent faire long feu, parce que vous avez vu, la montagne a accouché d'un souriceau, puisqu'il s'agit simplement de ne pas accorder de visa de voyage aux États-Unis pour une douzaine, non pas de Pékin, mais de Kremlin, une douzaine de membres du Kremlin ou une quinzaine de membres. Bon, voilà. Le gel des avoirs, la Russie joue sur du velours, parce que comme les avoirs occidentaux en Russie sont supérieurs aux avoirs russes aux États-Unis et en Europe, si les États-Unis et l'Europe gèlent les avoirs russes, la Russie a annoncé qu'elle gèlerait en rétorsion les avoirs occidentaux, on aura tout à perdre. Bon. Par ailleurs, et bien entendu, et comme d'habitude en Union européenne, personne n'est d'accord, donc chacun voit midi à sa porte, et donc, à part les Français qui sont allés la fleur au fusil en disant on ne va pas livrer les navires, bon, on s'est aperçu que les Britanniques qui font beaucoup d'affaires financières avec la Russie ne veulent absolument pas prendre des mesures trop sévères. Les Allemands qui, comme d'habitude, jouent un peu le double jeu, essayent quand même d'être bien avec la Russie, quand même leur grand voisin à l'Est, et avec l'Ukraine, donc essayent de manier la chèvre et le chou. En fait, pour l'instant, ces mesures de rétorsion que l'on nous avait annoncées sont tombées à l'eau. Le dernier point sur cette affaire, c'est que M. Le Drian a cru bon d'aller faire un voyage en Estonie,
il y a quelques jours, donc un pays balte qui est sur la ligne de front face à la Russie, pour annoncer que la France allait prépositionner des avions de chasse à la demande de l'OTAN et des États-Unis là-dessus. Ce qui est, je pèse mes mots, ce qui est absolument dramatique. La France est elle est entraînée dans un conflit potentiel dévastateur au niveau planétaire avec la Russie du fait de notre appartenance à l'OTAN et à l'Union européenne. C'est l'illustration exacte de la conférence que je fais depuis plusieurs mois qui s'appelle « L'Europe, c'est la guerre ». Si nous ne mettons pas le haut là sur cette affaire, nous risquons d'être entraînés vers un conflit majeur avec la Russie. Monsieur Le Drian est allé voir son homologue qui s'appelle Monsieur Reinsalu, je ne sais pas comment on prononce en estonien, enfin ça s'écrit comme ça, Reinsalu, son homologue estonien à Tallinn, et il lui a dit, alors il a essayé de se faire pardonner sur le fait que la France allait livrer les navires Mistral, parce que le ministre estonien a donné des leçons au ministre français de la Défense. Enfin, où allons-nous? Et la France est quand même la troisième, quatrième, cinquième puissance militaire au monde, ça dépend selon les critères que l'on regarde. L'Estonie est quand même un tout petit État, nous n'avons aucun lien traditionnel avec l'Estonie. Le ministre de la Défense de l'Estonie s'est permis de demander des comptes aux Français parce qu'on allait livrer les navires. Monsieur Le Drian est là en train de s'excuser, oui, on les livrera, pour l'instant on termine, on n'a pas dit qu'on les livrait, on va reparler de ça au mois de septembre, octobre, enfin bon, c'est minable. Et le plus minable, c'est même pas minable, le plus scandaleux, c'est que donc il a expliqué tout le soutien de la France à l'Estonie, et donc à ce monsieur Reinsalu, qui se trouve être par ailleurs un jeune ministre qui a 39 ans, qui est très proche des néo-nazis estoniens. Il a d'ailleurs fait des déclarations à plusieurs reprises, notamment en 2012, où il donnait les Waffen-SS comme modèle aux Estoniens et à la jeunesse estonienne. Il y a des rassemblements néo-nazis en Estonie régulièrement dans une île où il s'était rendu en 2012 pour apporter le soutien du gouvernement à ces mouvements. Alors vous avez M. Fabius qui est allé fin février dernier à Kiev rencontrer M. Tiagnibok qui est le président du Parti national socialiste ukrainien Svoboda, néo-nazi. Vous avez maintenant M. Le Drian qui vient apporter tout le soutien de la France au ministre de la Défense estonien qui donne les Waffen-SS comme modèle. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Nous avons publié un communiqué de presse. Il a été lu par des centaines de journalistes. Naturellement, les médias n'en ont pas parlé. Enfin, nous avons pris date, nous avons pris acte. Nous exigeons, si tant est qu'on puisse exiger quelque chose, bien entendu. Enfin, puisque personne ne le dit, puisque l'UMP est atone et aphone, puisque le Front National ou le Front de Gauche, puisque personne ne s'émeut de cette affaire, eh bien l'UPR, encore une fois, est le seul mouvement politique à être sur le devant de la scène et à dire qu'il faut arrêter, le gouvernement français ne doit en aucun cas avoir des négociations, des soutiens, et même rencontrer des dirigeants qui sont ouvertement des dirigeants néo-nazis. Nous voyons également que des foyers de tension naissent un peu autour de la frontière turco-syrienne. Bon, à titre liminaire, nous avons vu que on a appris que l'UE avait versé plus de 6 milliards d'euros en 10 ans à la Turquie au titre de subvention de préadhésion. Nous savons que la Turquie est également un point de passage pour tous les djihadistes qui se rendent en Syrie. Et récemment, un document a fuité sur YouTube dans lequel 4 officiels turcs discutent de la préparation d'un plan d'invasion de la Syrie, où on y entend notamment le ministre des Affaires étrangères, le responsable des services secrets turcs, le sous-secrétaire du ministre des Affaires étrangères et un général. Quelle opinion avez-vous sur cette question turque et syrienne? Alors, pour être honnête avec vous, c'est pas un dossier que je maîtrise, comme je maîtrise très bien, il faut que je me renseigne plus avant. C'est néanmoins d'une part l'illustration de ce que je ne cesse d'expliquer sur le fait que la Turquie fait partie du dispositif américain depuis les années 50, qui est l'encerclement de la Russie. La Turquie est entrée dans l'OTAN en 1955.
j'explique que si la Turquie doit entrer dans l'Union européenne, c'est parce que les Américains l'exigent, parce que les Américains veulent faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et le périmètre de l'OTAN. L'Union européenne étant la face civile d'une médaille dont la face militaire est l'OTAN. Il s'agit d'encercler la Russie, de refouler la puissance russe le plus au fond du continent eurasiatique. Ce n'est pas une invention de ma part, je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans mes conférences. Il suffit de lire l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski, qui est un Américain d'origine polonaise, qui a été conseiller diplomatique de Carter. Son ouvrage s'appelle Le Grand Échiquier, The Great Chessboard en américain, et il explique ça. Il explique justement ce sont des dominos, la théorie des dominos. Donc, ils veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne pour parfaire ce périmètre. Ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Tout le problème vient de là. Hein. La situation en Ukraine vient de là, bien que M. Yanukovych, qui jusqu'au 20 novembre dernier était choyé des médias occidentaux, tout le monde le trouvait très bien. Pourquoi? Parce qu'il se faisait payer par les Occidentaux pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'était donc la stratégie définie par Brzezinski de grignotage systématique de tout ce qui est la Russie, d'aller l'attaquer jusque dans ses premières lignes de défense qui était en jeu. Et puis lorsque, suite à l'entretien qui a eu lieu entre Yanukovych et Poutine le 20 novembre dernier, d'un seul coup Yanukovych a changé de bord et finalement a dit non, finalement l'Ukraine interrompt ses négociations d'entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN et donc se rapproche de la Russie, c'est à ce moment-là que le lendemain, d'un seul coup, tous les médias occidentaux, M. Bernard-Henri Lévy et compagnie, tout le monde est monté au créneau en disant mais c'est une horreur ce régime et il bafoue les droits de l'homme. Je l'ai déjà expliqué dans mon précédent entretien. Donc tout ceci participe de cette stratégie de grignotage. Alors, il se trouve en plus que la Turquie est sur le front, si j'ose dire, vers le nord, vers l'est, vers le sud. Le nord, c'est la Turquie, Trabzon, l'ancienne Trébizonde est sur le nord de l'Anatolie, au bord de la mer Noire. En face, c'est la Crimée. Donc la Turquie est quand même très concernée par les événements en Crimée. J'ajoute en plus qu'il y a une traditionnelle opposition entre la Russie et la Turquie, notamment la fameuse guerre de Crimée de 1854 où la France était allée se battre à Sébastopol, dans beaucoup de villes de France où il y a des boulevards de Sébastopol, des rues de Crimée, des ponts de l'Alma, etc. Tout ça, ça vient de là. Ça vient de l'alliance qu'il y avait eu à l'époque en 1854 entre la France et l'Angleterre déjà, mais aussi l'Empire ottoman pour aller se battre contre l'Empire tsar, contre l'Empire russe, contre Nicolas Ier à l'époque. Au passage d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'en 1854, la Crimée était russe. C'était pas contre des Ukrainiens qu'on se battait à Sébastopol, ni à l'Alma. C'était bien contre les Russes. La Crimée était russe. Donc les Ottomans étaient à cette époque en guerre avec la Russie. La Turquie a été assez proche de l'Allemagne. Avant 14, il y a eu l'affaire du Bagdad-Ban. Pendant les années 40 également. La Crimée, la Turquie est donc souvent en conflit géopolitique avec la Russie. À l'est, il y a l'Irak. L'Irak est en situation d'anarchie, et vous savez qu'en Irak, il y a des Kurdes, comme d'ailleurs dans l'Est anatolien, qui déstabilisent la Turquie de l'intérieur, puisque les Kurdes sont un peuple qui n'a pas d'État et qui est réparti sur plusieurs États actuels, notamment la Turquie et l'Irak, avec peut-être un projet que nourrissent les Américains de création d'un Kurdistan que les autorités turques voient d'un très très mauvais œil, bien entendu, parce qu'il est hors de question pour Ankara de démembrer la Turquie. Et puis il y a le sud, le sud c'est la Syrie. Or la Syrie, toujours grâce aux Américains, est dans la même situation que l'Ukraine, enfin plus exactement que l'Irak, et que est en train de devenir l'Ukraine, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en situation d'anarchie. Donc vous voyez que la Turquie, elle est quand même en ce moment un peu au centre, au barycentre, au centre géométrique
de 3 États de très grande importance régionale que sont l'Irak, la Syrie et au nord l'Ukraine, qui concerne au premier chef la Turquie. Dans ces conditions, qu'il y ait une volonté peut-être du gouvernement d'Ankara d'essayer d'assurer sa sécurité vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la Syrie, c'est une idée qui n'est pas forcément sotte. C'est pas forcément sotte, d'autant plus qu'il commence à y avoir une remontée en Turquie d'une certaine fierté, j'allais dire, pan-turc, c'est-à-dire que l'ensemble du monde turcophone, qui ne se limite pas à la Turquie, la Turquie a retrouvé ce que les géopoliticiens appellent son hinterland, avec les pays turcophones d'Asie centrale, comme le Turkménistan notamment. Et donc on peut imaginer que certaines élites turques se disent on va en profiter pour essayer de redessiner également les frontières. Tout ceci, c'est la conclusion générale de tout ça, c'est quoi? C'est que, en fait, les Américains ont ouvert la boîte de Pandore. Les Américains, en intervenant en Irak, prétendument parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ce qui est faux, en pulvérisant l'Irak, puis ensuite le Soudan, puis la Libye par l'intermédiaire de l'Angleterre et de la France qu'on a fait monter au créneau. Les Américains se sont dit allez-y, allez-y, que ça ne soit pas toujours nous qui apparaissions en première ligne, puis la Syrie, puis maintenant l'Ukraine. C'est une espèce d'enchaînement catastrophique qui revient en fait à déstabiliser tous ces régimes, qui étaient des régimes solides, qui n'étaient pas des démocraties, hein, bien entendu, quoique c'est quand même un pays démocratique. Enfin, ces pays n'étaient pas des démocraties. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'on a une pulvérisation de ces États et une anarchie galopante.